Bonjour, je suis François Villeray, interne à Lyon, et je vais rencontrer le professeur Dominique Tabu pour nous parler des communications orales sur l'hypertension portale. Bonjour François, donc merci beaucoup pour l'invitation. Alors, toutes les études étaient intéressantes et j'étais absolument ravie de voir finalement de la recherche avec des jeunes si fournis dans le domaine de l'hypertension portale. J'en ai sélectionné un tiers comme vous m'aviez demandé un peu. Et donc, je vais parler de la cirrhose et des maladies vasculaires porto-sinusoïdales. On a eu des abstracts, tous étaient très intéressants. Sur la cirrhose, il y a deux choses qui parlent du TIPS. D'abord, l'hémorragie digestive sur cirrhose lorsqu'il est trop tard et que l'hémorragie est réfractaire, avec une étude qui est une étude collaborative française montrant comment sélectionner les patients qui peuvent bénéficier d'un TIPS de sauvetage. Vous savez que c'est la seule chose qui nous reste à faire avec une mortalité qui est souvent élevée. Et là, les auteurs ont regardé un index combiné avec les lactates et le MELD pour sélectionner une catégorie de patients avec un MELD élevé et supérieur à 30 et des lactates qui sont supérieurs à 14. Et à ce moment-là, la mortalité était extrêmement élevée chez ces patients-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de TIPS chez ces malades-là, mais qu'il faut le faire en regardant bien le patient et s'il y a un projet de transplantation. Et en tout cas, se débrouiller pour ne pas en arriver là et proposer un TIPS avant aux patients. Proposer un TIPS avant aux patients lors de l'épisode hémorragique ou alors juste après l'hémorragique lorsque celle-ci est cessée. Et je parle du travail de Marika Rudler sur une étude européenne. Donc c'est une étude ancillaire sur le TIPS préemptif. Vous savez que maintenant, justement, pour éviter de mettre des TIPS de sauvetage, on sélectionne des patients à haut risque de récidive hémorragique, c'est-à-dire une fois qu'ils ont saigné Child C ou Child B avec un saignement actif, mais qui se sont arrêtés de saigner. Ces patients cirrhotiques, ils ne saignent plus. Et à ce moment-là, on décide de ne pas attendre la récidive hémorragique, mais de leur mettre un TIPS dans les 24 à 72 heures. C'est le contexte du TIPS préemptif. Finalement, il y a eu plusieurs études randomisées montrant un gain de survie chez ces patients-là, malgré tout. C'est une attitude thérapeutique qui n'est pas bien suivie par les praticiens partout dans le monde, puisque finalement, on a entre 7 et 15% des patients qui devraient bénéficier d'un TIPS préemptif qui en bénéficient, ce qui est très peu. Notamment, un des freins, c'est l'encéphalopathie hépatique qui fait peur parce que c'est une supposée complication du TIPS. Même si on avait des arguments contre jusque-là, cette étude enfonce le clou, disant que finalement, même chez les malades qui ont une encéphalopathie hépatique au moment de l'hémorragie, le fait de leur poser un TIPS préemptif augmente la survie après hémorragie et diminue aussi le nombre d'encéphalopathies. Donc je pense qu'avec cette étude, les gens seront moins réticents à proposer un TIPS préemptif chez tous les patients qui en ont besoin. Ça, c'était pour la cirrhose. Et maintenant, nous allons parler de la maladie vasculaire porto-sinusoïdale avec de belles études de l'équipe de Beaujon qui regarde leur série de maladies vasculaires porto-sinusoïdales. Et donc, la première étude essayait de caractériser les mesures hémodynamiques chez les malades qui ont une maladie vasculaire porto-sinusoïdale en la comparant à des cirrhoses et de regarder un petit peu la prévalence de l'hypertension artérielle pulmonaire, ce qui est une complication qui nous fait assez peur, et puis un petit peu le phénotype des patients. Et donc finalement, ce que les auteurs ont remarqué, c'est d'abord que l'hypertension artérielle pulmonaire est peu fréquente et aussi peu fréquente chez les patients ayant une maladie vasculaire porto-sinusoïdale que chez les patients ayant une cirrhose, et que les patients qui avaient une maladie vasculaire porto-sinusoïdale avaient un profil hémodynamique et d'ailleurs un phénotype qui était proche de ceux des cirrhoses Child A. Ce sont des données qui sont importantes à collecter. Et puis une étude extrêmement intéressante de l'équipe de Beaujon qui m'a beaucoup séduite, qui est mon coup de cœur, sur la transplantation de ces patients ayant une maladie vasculaire porto-sinusoïdale, avec enfin des premiers chiffres, des premiers résultats de survie. Alors des résultats de survie qui sont voisins, un petit peu inférieurs quand même à ceux de patients ayant une cirrhose. Alors on a des patients qui ont une simple greffe et une double greffe, je parle que des simples greffes pour une question de temps, et avec finalement une transplantation hépatique qui est faisable, et avec une survie qui est une survie à 3 ans un peu supérieure à 50%, donc c'est des résultats qui méritent d'être affinés. Sans retransplantation, puisqu'en fait elle est de bien plus, mais il y a 25% des patients qui sont retransplantés derrière. Et du coup, cette première série montre que c'est faisable, qu'il va falloir affiner les choses et qu'en tout cas on peut proposer ça. La question c'est derrière, est-ce que finalement les patients qui ont été transplantés, combien de ceux-ci avaient développé une cirrhose ou pas? En tout cas, il y a beaucoup de travaux à faire pour vraiment élaborer de nouveaux concepts chez ces patients. Voilà, je vous remercie. Merci bien.